La pluie est tombée comme des larmes du ciel le jour où j'ai enterré Carlos. Mon mari, mon protecteur, mon compagnon de rêve, n'était plus qu'un corps froid dans la terre humide. Miguel, notre fils de 8 ans, m'a serré la main si fort que ses petits ongles ont laissé des traces sur ma peau. Des marques qui, d'une certaine manière, n'ont jamais complètement disparu. « Maman, papa va-t-il revenir ?» Sa voix tremblait tandis que les invités se dispersaient, nous laissant seuls devant la pierre tombale qui venait d'être posée. « Non, mon amour », ai-je répondu, sentant chaque mot me déchirer la gorge. « Il n'y a plus que nous deux maintenant. » Cette nuit-là, alors que Miguel s'endormait enfin après des heures de sanglots, j'ai fait un vœu silencieux devant le portrait de Carlos. Notre fils aurait tout ce dont nous aurions pu rêver pour lui. J'y veillerai, quel qu'en soit le prix. Les premières années ont été marquées par l'épuisement. En tant que secrétaire de direction chez Pinheiro & Associados, mes journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient bien après son coucher. J'ai appris à vivre avec 4 heures de sommeil, à préparer des boîtes à lunch pour toute la semaine le dimanche, à être mère et père à la fois. « Regina, tu dois ralentir », a averti le docteur Mendonça après ma première crise d'épuisement, lorsque Miguel avait 12 ans. « Votre corps n'en peut plus. » J'ai souri poliment en ignorant son conseil. Qu'est-ce que des médecins comme lui, avec leurs maisons spacieuses et leurs enfants scolarisés dans des écoles publiques, pouvaient bien comprendre au sujet des besoins? Chaque centime que Joji économisait était consacré à l'éducation de Miguel. Des cours d'anglais privés, des cours d'art oratoire, les meilleures écoles qu'il pouvait s'offrir. Pendant ce temps, je portais la même paire de chaussures jusqu'à ce qu'elle se désagrège littéralement sur mes pieds. « Vous êtes un guerrier ?» a déclaré un jour le professeur de Miguel lors d'une réunion de parents des élèves. « Votre fils a un potentiel extraordinaire. Ces mots ont nourri mon âme pendant des semaines. Cela en vaudrait la peine. » Tout en vaudrait la peine lorsque Miguel réaliserait son potentiel. L'enveloppe portant le timbre de la faculté de droit est arrivée un mardi ordinaire. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à l'ouvrir. Lorsque j'ai lu les mots « Nous avons le plaisir de vous informer que votre fils a été accepté », je suis tombée à genoux dans le salon du petit appartement que nous louions. Miguel est arrivé en courant en m'entendant pleurer. J'ai levé mon visage baigné de larmes et je lui ai tendu la lettre. « Tu as réussi, mon fils, tu as réussi. » La lueur dans ses yeux à ce moment-là, ce mélange parfait d'incrédulité, de fierté et d'espoir, suffirait à me soutenir pour la suite. C'est du moins ce que je pensais. Le soir même, alors que Miguel fêtait l'événement avec ses amis, je me suis retrouvée devant l'ordinateur, calculant froidement les chiffres. Frais d'inscription à l'université, logement, livres, dépenses quotidiennes. La conclusion était implacable. Même avec mes économies, ce ne serait pas suffisant. C'est alors que j'ai regardé la seule chose de valeur que je possédais, la petite maison que Carlos et moi avions achetée avant sa mort. Notre maison, notre sanctuaire. « Regina, tu n'es pas sérieuse ?» Elisa, mon amie depuis des décennies, m'a regardée avec horreur lorsque j'ai évoqué l'idée de vendre la maison. « C'est la seule sécurité que tu as pour l'avenir. L'avenir de mon fils est la seule sécurité dont je me soucie. » Ai-je répondu avec une détermination qui semblait presque fanatique, même à mes propres oreilles. Le jour où j'ai signé les papiers de la vente, un sentiment étrange m'a envahi. Comme si Carlos était là, observant, remettant peut-être en cause ma décision, j'ai repoussé cette idée. Il était trop tard pour les doutes. Le petit appartement que je louais en banlieue avait des murs minces comme du papier et un problème chronique d'infiltration. Mais Miguel était à la faculté de droit et CC était tout ce qui comptait. « Maman, tu n'as été pas obligée de faire ça », a-t-il dit au téléphone lorsqu'il a appris la vente. Sa voix semblait distante, déjà transformée par son nouvel environnement et ses nouveaux amis. Je lui ai répondu « Je ferai n'importe quoi pour toi », en ressentant un frisson inexplicable à ces mots. Absolument n'importe quoi. Ce que je ne savais pas alors que j'organisais mes quelques possessions dans cet appartement humide, c'est que ces mots seraient mis à l'épreuve bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et qu'un jour, dans peu de temps, je découvrirais exactement jusqu'où je serais prêt à aller pour la justice. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Carlos. Dans ce rêve, il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue de ma vie, un mélange de pitié et d'avertissement. Je me suis réveillée en sursaut, avec le sentiment troublant d'avoir conclu avec le destin un pacte que je ne comprenais pas encore tout à fait.
Les premiers signes de la transformation de Miguel ont été aussi subtils que le changement des saisons. De petits changements dans son vocabulaire, une nouvelle façon de s'habiller, des références que je ne comprenais pas. Lors de ces visites sporadiques, j'ai remarqué que ses yeux parcouraient mon appartement avec une certaine gêne. « Cet endroit est si étroit », a-t-il commenté une fois, en ajustant la montre coûteuse qu'il portait. « Un cadeau de ses nouveaux amis de l'université », a-t-il expliqué avec désinvolture. « Ça me va bien », lui ai-je répondu en lui offrant un peu plus du café bon marché qu'il touchait à peine. « Comment se passent tes études ?» Miguel parlait de ses professeurs, des théories juridiques et des possibilités de stage, avec un enthousiasme qui faisait gonfler mon cœur de fierté. Lorsqu'il mentionnait les noms de ses collègues, il s'agissait toujours de noms de familles influents que je reconnaissais dans les journaux et les magazines. La remise des diplômes a été un spectacle éblouissant. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter une robe convenable, qui ne me ferait pas paraître déplacée parmi les parents élégants des autres diplômés. Malgré cela, j'ai senti les regards, les chuchotements, les évaluations silencieuses. Miguel Oliveira, summa cum laude, a annoncé le recteur. J'ai applaudi jusqu'à en avoir mal aux mains. Mon fils, mon Miguel, premier de sa classe. Le sacrifice en valait la peine. Chaque sacrifice en vaudrait la peine. C'est à la réception qui a suivi la cérémonie que je l'ai rencontré. Ricardo Mendes, associé du prestigieux cabinet d'avocats Mendes, Faria and Associados, s'est approché de moi alors que J était seul près du buffet, essayant de décider s'il serait trop déplacé de prendre un autre canapé. « Vous devez être la maman de Miguel », m'a-t-il dit en me tendant une coupe de champagne. « Votre fils nous a tous impressionnés. »« Merci », ai-je répondu, sentant mon visage s'illuminer de fierté. Il a toujours été déterminé. « Nous lui offrons un poste dans notre équipe d'entreprise », a révélé Ricardo avec un sourire calculé. « Je crois qu'il a un avenir extraordinaire dans notre bureau. » Ce soir-là, Miguel est aux anges. Sa connexion avec Mendes et Faria ne représentait pas seulement un emploi, mais une entrée dans un monde que nous avions toujours souhaité pour lui. « Maman, c'est le début de tout », a-t-il dit en me serrant brièvement dans ses bras avant d'être appelé par un groupe de collègues. « Je vais te rendre fier. » Si j'avais su alors que était la dernière fois que je ressentais son étreinte sincère, je me serais accroché à lui avec la force désespérée de quelqu'un qui pressent un naufrage. Les mois suivants ont apporté des changements rapides. Les appels de Miguel devinrent plus courts, ses visites plus rares. « Je me noie dans le travail, maman. Ces premières impressions sont cruciales pour ta carrière. » Je comprenais, ou je faisais semblant de comprendre. Je lui trouvais des excuses, même lorsque je me retrouvais seule à des dates importantes, même lorsque ses appels d'anniversaire duraient moins de 2 minutes. Quand j'ai eu 58 ans, le diagnostic est tombé comme une sentence, une grosseur suspecte qui nécessitait des spécialistes, des tests coûteux, des traitements que mon assurance maladie de base ne couvrait pas. « Miguel », ma voix tremblait au téléphone. « J'ai besoin d'aide. » Le silence à l'autre bout du fil n'a duré que quelques secondes, mais il m'a semblé une éternité. « Je vais à une réunion importante, maman. Je peux transférer $500 aujourd'hui. C'est tout ce que je peux obtenir pour le moment. 500 réals, de la part de l'homme dont le nom figurait déjà dans des magazines spécialisés, dont l'appartement situé dans le meilleur quartier de la ville était souvent mentionné dans ses rares histoires. « Merci », répondis-je en ravalant ma fierté et mes larmes. La maladie progresse, la fragilité financière aussi. Le loyer est en retard, le propriétaire menace de m'expulser. Lors d'une brève visite, j'ai trouvé le courage de faire une suggestion. « Mon fils, je me dis que je pourrais peut-être rester chez toi quelques mois, le temps de me rétablir complètement. » J'ai vu la panique traverser son visage avant de pouvoir la contrôler. « Ça ne marcherait pas, maman. Mon appartement est petit pour mon mode de vie, et j'ai des réunions à la maison, des dîners importants. »« Je comprends, » dit-elle, même si elle ne comprend pas vraiment. Comment pouvais-je comprendre que le fils que j'avais élevé, pour lequel j'avais vendu ma seule sécurité, n'avait pas de place pour moi dans sa vie? Le moment qui a brisé quelque chose de fondamental en moi, cependant, était encore à venir. Il s'est produit lors de la célébration de l'anniversaire du cabinet d'avocats Mendes in Faria, à laquelle j'avais reçu une invitation formelle, non pas de Miguel, mais du comité organisateur. Je me suis mise sur mon 31, ignorant la douleur persistante qui m'accompagnait depuis le début de la maladie. Je voulais que mon fils soit fier de moi, comme je l'étais de lui. Lors de la fête, je suis restée discrète, observant Miguel de loin.
Il naviguait entre les personnes importantes avec un naturel qu'il ne montrait jamais dans notre modeste salon. Puis, sans le vouloir, je me suis approchée d'un groupe où il discutait avec animation. Ma famille? Je suis issue d'une lignée de professionnels libéraux. Mon défunt père était ingénieur. J'ai obtenu mon diplôme par mes propres moyens. J'ai toujours cru en la méritocratie. Chaque mot était un coup de poignard. Elle, ingénieure. C était Carlos, mon mari chauffeur de bus qui travaillait 2 fois plus pour subvenir aux besoins de notre petite famille. Les ressources propres étaient ma maison vendue, mes nuits blanches, mon sacrifice silencieux. Nos regards se sont croisés un instant. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, seulement de l'irritation d'avoir été prise dans sa fiction sociale élaborée. Une semaine plus tard, le propriétaire de l'appartement m'a remis le dernier avis d'expulsion. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Miguel. J'ai besoin d'aide pour payer les arriérés de loyer, fiston. Ce n'est que pour 3 mois, mais... Maman, sa voix était froide, professionnelle, tu devrais t'adresser aux services sociaux. Il existe des programmes pour les personnes dans votre situation. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans mon esprit, ces mots résonnaient comme une cloche d'enterrement. Les gens dans ta situation. Miguel, ma voix était étrangement calme quand j'ai fini par répondre. Tu te souviens de ce que je disais quand J était petit? Que les secrets sont comme des graines? Plantés au bon endroit, ils poussent et portent des fruits. De quoi parles-tu? Demanda-t-il avec impatience. Rien d'important, répondis-je doucement. Je réfléchis à voix haute. Passe une bonne nuit, mon fils. Le soir même, alors que les murs de l'appartement que j'allais bientôt perdre semblaient se refermer sur moi, j'ai pris une décision. La femme invisible, la secrétaire discrète, la mère sacrifiée, cette femme est morte en même temps que la dernière miette de mon illusion. À sa place est née la diseuse de secrets, et elle avait beaucoup d'histoires à raconter. Mon petit appartement est silencieux lorsque j'ouvre le coffre en acajou qui m'accompagne depuis mes premiers jours chez Pinheiro & Associados. Carlos l'avait fabriqué pour moi, gravant délicatement mon nom sur le couvercle. « Et pour garder tes trésors », m'avait-il dit en souriant. Il était loin de se douter que ces trésors seraient l'armurerie qu'il utiliserait un jour pour notre survie. Pendant 30 ans, en tant que secrétaire de direction, j'ai appris que l'invisibilité féminine avait ses avantages. Des hommes puissants parlaient librement en ma présence, échangeaient des confidences pendant que je servais le café, négociaient des affaires louches pendant que je prenais discrètement des notes pour les procès-verbaux officiels. Regina fait partie des meubles, plaisantait Augusto Pinheiro, fondateur de l'entreprise où j'ai travaillé toute ma vie. Ce commentaire provoquait toujours des rires dans la salle de réunion. Je souriais poliment, tandis que mes yeux enregistraient tout et que mes oreilles absorbaient chaque détail. Le contenu de la malle ferait perdre le sommeil à n'importe quel journaliste d'investigation. Des carnets codés avec des dates, des noms et des montants. Des petits appareils d'enregistrement déguisés en accessoires féminins ordinaires. Des photocopies authentifiées de documents qui n'auraient jamais dû quitter les salles de réunion. Des coupures de presse relatant les suicides opportuns de personnes ayant croisé le chemin de certains dirigeants, juste au cas où, me disais-je au fil des ans, alors que je cataloguais méticuleusement ces informations. Une simple assurance. Mais la précaution s'est transformée en habitude, et l'habitude en obsession discrète. J'ai créé des systèmes de codage complexes. J'ai utilisé des noms inversés, des symboles particuliers, des références à des livres dont J était le seul à connaître la signification. Assis sur le sol de cet appartement qui ne serait bientôt plus le mien, j'ai étalé 3 décennies d'informations autour de moi. Puis j'ai commencé à tracer des liens, des noms, des entreprises, des transactions. Un schéma a émergé de l'ombre, comme une toile sinistre. Ce ne peut être une coïncidence, ai-je murmuré dans le silence. Le prestigieux cabinet d'avocats Mendes, Faria & Associados, où mon fils était en train de faire carrière, représentait plusieurs clients qui entretenaient des relations louches avec mes anciens employeurs. Les affaires sur lesquelles Miguel travaillait actuellement étaient des conséquences directes de négociations douteuses dont j'avais été témoin des années auparavant. Construtora Horizonte, par exemple, le client actuel de Miguel, avait acquis un terrain à un prix inférieur à celui de Pinheiro Empreendimentos par le biais d'une opération complexe comprenant la corruption de fonctionnaires. Une réunion à laquelle j'avais assisté en tant que meuble invisible il y a 12 ans. Biosphère,
Le géant pharmaceutique international que Miguel avait fièrement mentionné représenté cachait des résultats de tests cliniques négatifs sur un médicament qui donnait lieu à des procès de plusieurs millions de dollars, des documents que j'avais moi-même perdus à la demande d'un supérieur, mais pas avant d'en avoir fait des copies. Mon Dieu, ai-je murmuré, sentant le poids de cette révélation. Mon fils N n'était pas seulement un brillant avocat d'affaires, il était, sans le savoir, un maillon essentiel d'une chaîne de corruption et d'illégalité que j'avais involontairement contribué à construire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La fièvre de la maladie se mêlait à la fièvre de la découverte, de la colère, de la possibilité. De sombres pensées m'ont traversé l'esprit. La vengeance, la justice, la survie, où s'arrêtait l'un et où commençait l'autre. Le lendemain matin, avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, j'ai cherché un numéro précis dans mon vieux carnet d'adresses. Ricardo Torres, le journaliste d'investigation que j'avais rencontré il y a plusieurs décennies, alors qu'il était encore un jeune reporter couvrant le monde de l'entreprise. Au fil des ans, nous sommes restés en contact de manière sporadique. Il a toujours su que j'avais accès à des informations précieuses, mais il a respecté ma discrétion. « Regina ?» a-t-il répondu d'un ton surpris. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu ?» Je réponds honnêtement, « Je survis. » « Ricardo, j'ai besoin de ton avis professionnel sur quelque chose de privé. » Nous avons pris rendez-vous dans un café éloigné du centre. Je n'ai pris qu'un carnet, le plus récent de mes agendas, avec des notes sur l'affaire Vital Pharmaceuticals, une acquisition dont je savais qu'elle était actuellement entre les mains de Miguel. Ricardo étudia le matériel en silence, ses yeux écarquillant progressivement. « Regina, tu te rends compte de ce que tu as entre les mains ?» demanda-t-il finalement, d'une voix basse et intense. « Ce n'est pas seulement du matériel pour les journaux, ce sont des preuves pour des enquêtes criminelles. Je ne veux pas de scandale, Ricardo, ai-je expliqué, sentant le poids de ma propre contradiction. Du moins, pas encore. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Ses yeux étudient intensément. Je n'hésite qu'un instant avant de répondre. Je veux ce qui m'est dû, ce qui nous est dû, à moi et à tous ceux qui ont été utilisés et mis au rebut. Ricardo s'est adossé à sa chaise, pensif. L'information, c'est le pouvoir, Regina. Cela a toujours été le cas. La question est de savoir comment vous comptez utiliser ce pouvoir. Stratégiquement, répondis-je, me surprenant moi-même de la froideur de ma voix. Très stratégiquement. En prenant congé de Ricardo cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Un but. La maladie me rongeait toujours. L'expulsion me menaçait toujours. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus une simple victime des circonstances. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une autre lettre de recouvrement sous la porte. À côté, curieusement, il y avait un dépliant d'une clinique de traitement alternatif du cancer. « Des miracles se produisent », lisait le titre en lettres lumineuses. J'ai souri devant l'ironie de l'univers. Oui, des miracles se produisent, parfois sous la forme de journaux codés et d'enregistrements oubliés. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier méticuleusement ma prochaine action. Et pour la première fois depuis des mois, la douleur physique qui m'accompagnait constamment sembla s'estomper, remplacée par une détermination farouche qui coulait comme du feu dans mes veines. Ce que j'ignorais en organisant mes trésors, c'est que quelqu'un avait déjà commencé à m'observer. Quelqu'un qui soupçonnait la discrète secrétaire retraitée d'en savoir beaucoup plus qu'elle ne le devrait. C'est par un mardi pluvieux que la première pièce de mon échiquier a bougé. Après des jours de planification minutieuse avec Ricardo, j'ai identifié la cible parfaite. L'acquisition de Pharmaceutica Vital par la multinationale Biosphère, une transaction d'1 milliard de dollars qui était entre les mains de Miguel. « Tu es sûre de toi, Regina ?» a demandé Ricardo lors de notre dernière rencontre. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus faire marche arrière. Je suis plus sûre de cela que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je répondu en lui tendant une enveloppe scellée. L'enveloppe contenait des documents soigneusement sélectionnés, des mémos internes, des rapports financiers manipulés, des courriels compromettants. Rien d'explicitement criminel, mais suffisamment douteux pour mettre la puce à l'oreille des régulateurs. Chaque document avait été méticuleusement vérifié pour s'assurer qu'il ne pouvait pas remonter jusqu'à moi. Envoyez ceci de manière anonyme à la Securities and Exchange Commission, Commission des opérations de bourse, ai-je demandé en faisant appel à votre contact de confiance. Pas de sensationnalisme, pas de gros titres. Juste, le mettre entre de bonnes mains.
Le timing était parfait. 3 jours avant la signature finale de l'accord, alors que les actions de Vital étaient au plus haut, la CVM a annoncé une enquête sur d'éventuelles irrégularités comptables au sein de l'entreprise. La réaction du marché a été immédiate. Les actions se sont effondrées. Biosphère a exigé une renégociation complète de l'accord. Grâce au contact de Ricardo, j'ai appris que Miguel avait été désigné pour gérer la crise. Il ne dort pas, commente mon ami journaliste. Tout le bureau panique. Une sombre satisfaction a fleuri dans ma poitrine, immédiatement suivie d'un pincement de culpabilité maternelle. J'ai repoussé ce sentiment. La femme qui se sentait coupable est morte lorsqu'elle a entendu son fils suggérer l'aide sociale en portant une montre qui coûtait plus de 6 mois de loyer. Le lendemain, j'ai mis en œuvre la deuxième partie du plan. Avec l'aide d'un avocat recommandé par Ricardo, j'ai créé une société écran, Consulex Assessoria Empresarial. Avec mes maigres économies et un prêt durement gagné, j'ai fait une offre sur la petite maison de campagne qui appartenait au PDG de Vital, une propriété qu'il avait besoin de vendre d'urgence après que les actions de sa société aient perdu de la valeur. Il est désespéré, m'a dit l'agent immobilier. Il acceptera une offre bien inférieure à la valeur du marché. J'ai obtenu la propriété pour un tiers du prix. Elle était loin de la ville, elle avait besoin de rénovation, mais elle était à moi. Un endroit où personne ne pouvait m'expulser. Alors que je signais le contrat d'achat, un message est arrivé sur mon téléphone portable. Était Miguel. « Maman, il faut qu'on parle. Il se passe des choses bizarres au bureau. Je peux t'aider à payer ton loyer. Appelle-moi. » La tempête que j'avais déclenchée commençait à créer des vagues qui atteignaient même mon fils. J'ai regardé le téléphone pendant de longues minutes avant de répondre « Merci pour l'offre, mon fils. Mais j'ai déjà réglé la question de mon logement. Bonne chance pour tes défis professionnels. » J'ai ensuite raccroché le téléphone portable en imaginant la tête qu'il ferait en lisant ces mots. Pour la première fois depuis des années, je contrôlais la situation. Était un sentiment enivrant. 2 semaines plus tard, alors que je m'installais dans ma nouvelle maison de campagne, encore partiellement en construction, j'ai reçu une visite inattendue. Ricardo est arrivé à l'improviste, le visage tendu. « Quelqu'un enquête sur les fuites », a-t-il déclaré sans ambages. Pas le CVM ni la police. Quelqu'un engagé par le cabinet d'avocats Mendes & Faria, un détective privé qui a des contacts dans la police fédérale. Un frisson me parcourt l'échine. Ont-ils des pistes? Pas encore, mais ils reconstituent le parcours des documents. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à mon contact au CVM et de lui à moi. Et de vous à moi, ai-je ajouté, sentant le poids de cette réalité. Ricardo a hoché gravement la tête. Regina, nous devrions peut-être nous arrêter là. Tu as déjà ta maison. C'est peut-être suffisant. J'ai regardé les murs écaillés, le toit qui fuyait et le jardin abandonné. Était bien mieux que l'appartement de la banlieue, certes. Était un endroit à part entière. Mais était-ce suffisant? Des images me traversèrent l'esprit. Miguel, reniant ses origines devant des gens puissants, le dégoût dans ses yeux en regardant mon appartement, sa proposition des aides sociales alors que je luttais contre le cancer. Et au-delà de lui, je voyais les visages de tant d'autres femmes, secrétaires, assistantes, réceptionnistes, vieillies avant l'âge, mises au rebut quand elles ne servaient plus à l'agrandissement d'autrui. « Non, Ricardo », ai-je finalement répondu. « Il ne s'agit pas d'une maison, il n'en a jamais été question. » L'après-midi même, j'ai choisi ma prochaine cible. Technova, un géant de la technologie qui avait acquis une start-up pour des sommes exagérées, cachant des dettes importantes. Un autre client important de Miguel. Cette fois, dis-je à Ricardo en lui remettant une autre enveloppe. Je veux que les documents atteignent aussi leurs concurrents. Silicon Core serait très intéressé par ces informations. Regina, Ricardo me regarde avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu joues un jeu dangereux. Tous les jeux sont dangereux, ai-je répondu calmement, quand on n'a plus rien à perdre. Ce que je n'ai pas révélé à Ricardo à l'époque, c'est que j'avais commencé à me sentir observée. Des petits détails, une voiture inconnue garée trop longtemps à côté de ma nouvelle maison, un appel téléphonique étrange où personne ne parlait à l'autre bout du fil, la sensation persistante de regard dans mon dos lorsque je me rendais au marché local, quelqu'un m'observait, et je doutais qu'il s'agisse seulement de l'enquêteur dont Ricardo m'avait parlé. Ce soir-là, lorsque j'ai rangé mes documents dans le coffre en acajou, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Les serrures semblaient avoir été subtilement forcées. Quelqu'un avait essayé de l'ouvrir récemment. Mon cœur s'est emballé.
Le jeu devenait plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Mais au lieu de la peur, je ressentis une étrange excitation dans mes veines. « Ils veulent jouer », murmurai-je dans le silence de la maison. « Jouons ». J'ai sorti les documents les plus importants de la malle et les ai cachés dans un compartiment secret que j'avais installé sous le plancher de la chambre. Ensuite, j'ai laissé des documents moins compromettants dans la malle en guise d'appât. Quelqu'un cherchait mes secrets. Il était peut-être temps de lui faire trouver exactement ce que je voulais qu'il trouve. Le lendemain matin, une enveloppe épaisse est arrivée par la poste. Il n'y avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, je trouvais des photos de Miguel entrant dans mon ancienne maison, celle que j'avais vendue pour payer ses études. Sur les photos, il semblait inspecter les lieux avec un agent immobilier. Une note manuscrite accompagnait les photos. « Devine qui achète ton ancienne maison avec la prime qu'il a reçue pour l'affaire Vital. » Ironique, n'est-ce pas? Je n'ai pas reconnu l'écriture. Quelqu'un d'autre jouait ce jeu, et apparemment il voulait m'exaspérer, me déstabiliser, me pousser à agir impulsivement. Au lieu de cela, j'ai souri. C était une évolution intéressante, et surtout, C était la confirmation que je touchais les bonnes cibles. Regina Oliveira? La voix masculine m'a surprise alors que je cueillais des fruits au petit marché local. Je me suis retournée lentement, tenant une pomme comme un bouclier improvisé. L'homme en face de moi avait une 60aine d'années, des cheveux gris bien taillés et un costume discret mais impeccable. Mais c'est son regard qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Alberto Mendes », ai-je répondu en sentant ma gorge se dessécher. « Cela fait longtemps », a-t-il souri, sans montrer ses dents. « Presque 20 ans, n'est-ce pas ?» Alberto était le directeur juridique de Pinheiro & Associados depuis une décennie. Un homme connu pour sa capacité à résoudre les problèmes avant qu'ils ne soient portés devant les tribunaux. Le genre d'avocat qui savait exactement combien coûtait le silence de chaque personne. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je, gardant une voix neutre alors que mon esprit calculait frénétiquement. Alberto était désormais l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où travaillait Miguel. Coïncidence ? J'ai une maison de campagne dans la région, a-t-il répondu avec désinvolture. Je viens de temps en temps pour échapper à la ville. J'ai été surpris d'apprendre que vous vous étiez installé ici. Ce n'était pas une coïncidence. Un changement de décor, ai-je répondu vaguement. La retraite nous permet ces libertés. Il acquiesce. M étudie de ses yeux perçants qui ont fait reculer bien des témoins au cours de sa carrière. J'ai entendu dire que votre fils faisait un travail exceptionnel dans notre bureau, a-t-il commenté. Il est très talentueux, déterminé. Miguel a toujours été dévoué, ai-je convenu en rangeant la pomme dans le sac. Si vous voulez bien m'excuser, je dois finir mes courses. Certainement, a-t-il répondu, mais il n'a pas bougé. J'ai juste pensé que nous pourrions peut-être parler de certains événements récents. J'ai gardé mon expression impassible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non? Alberto sourit à nouveau, cette fois en montrant ses dents. C'est curieux, parce que j'ai toujours pensé que tu savais tout, Regina. C était ton talent chez Pinheiro & Associados. Tout savoir, tout voir, tout enregistrer. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais j'ai soutenu son regard. La mémoire est la première chose qui flanche avec l'âge, dit-on. Certains souvenirs sont plus persistants que d'autres, a-t-il répondu en se rapprochant légèrement. Par exemple, je me souviens encore très bien que vous avez organisé ces réunions confidentielles en 2008, ou de l'enregistrement méticuleux des investissements alternatifs de M. Pinheiro. Des investissements alternatifs de M. Pinheiro. Je déglutis. 2008. L'année où j'ai documenté les transactions illégales qui menaçaient de maintenant l'acquisition de Technova. Tu sais ce dont je me souviens aussi ? A-t-il poursuivi, sa voix étant plus qu'un murmure. Tu gardais toujours un petit carnet noir. Tu écrivais des choses quand tu pensais que personne ne regardait. Mon cœur a battu la chamade. Le carnet noir était l'endroit où je notais mes observations avant de les transférer dans mes journaux codés. Chacun a sa propre façon d'organiser son travail, répondis-je en essayant de garder une voix stable. Alberto recula, reprenant sa posture professionnelle. Oui, en effet. Eh bien, j'ai été ravi de vous rencontrer à nouveau, Regina. Passez une bonne journée. En s'éloignant, il ajoute par-dessus son épaule « Au fait, votre vieux coffre en acajou, il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'aurais juré en avoir vu un très semblable récemment. » Je suis resté paralysé, le sac à provisions pesant comme du plomb dans ma main. Le message était clair. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un avait vu mon coffre.
et Alberto Mendes savait exactement ce que je faisais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La visite d'Alberto était une menace voilée, ou peut-être pas si voilée que cela. Il m'avertissait qu'il était sur mon dos. Mais pourquoi cet avertissement? Pourquoi ne pas agir directement? La réponse est venue le lendemain matin, lorsque le journal local a annoncé un incendie accidentel dans une maison de campagne située à quelques kilomètres de la mienne. La maison appartenait à un journaliste d'investigation à la retraite qui était temporairement absent de la ville. Il n'y a pas de victime, précise le journal. Les mains tremblantes, je compose le numéro de Ricardo. Personne n'a répondu. 2 heures plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je suis en sécurité. N'essayez pas de les contacter. Ils me surveillent. Le message s'est autodétruit quelques secondes après que je l'ai lu. Le jeu S était transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre que ce que j'avais imaginé au départ. Ce N était pas seulement la chute d'action ou de réputation qui était en jeu, était de vraie vie. La maison de Ricardo, un avertissement. Pour lui et pour moi. J'ai pensé à battre en retraite, à détruire les preuves, à disparaître. Pendant un bref instant, la peur a pris le pas sur ma détermination. Puis, mon téléphone a sonné. Était Miguel. Maman, sa voix était étrangement retenue. « Il faut qu'on parle, en personne. Ce n'est pas le bon moment, » ai-je répondu en jetant un coup d'œil nerveux par la fenêtre. « C'est important, insiste-t-il. Je serai chez toi dans 2 heures. » Avant que je puisse protester, il a raccroché. La visite imminente de Miguel compliquait tout. Ou peut-être l'a-t-elle simplifié. Peut-être était-il temps de confronter mon propre fils, de lui révéler ce que je savais, de comprendre quel rôle il jouait réellement dans ce sombre drame. Je sortis rapidement les documents de leur cachette et les rangeai sur la table de la cuisine. Si était un piège, si Miguel venait à la demande d'Alberto ou des autres, au moins je serais préparé. La vérité serait ma dernière défense. Exactement 2 heures plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant ma maison. Miguel en est sorti, parfaitement vêtu d'un costume gris, des lunettes noires cachant ses yeux. Il n'était pas seul. Une jeune femme l'accompagnait, élégante, sûre d'elle, portant une mallette de direction. Lorsqu'on a frappé à la porte, j'avais déjà pris ma décision. « Entre, fiston », dis-je en ouvrant la porte. « Je vois que tu as amené de la compagnie. Voici Laura Mendes, a présenté Miguel, alors qu'ils entraient tous les deux dans mon modeste bureau. Elle est associée au cabinet. « Mendes ?» répétai-je, sentant un frisson me parcourir les échines. « Comme Alberto Mendes ? Mon père ?» a répondu la jeune femme avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Oliveira. Enfin. » Comme si mon nom avait été prononcé plusieurs fois chez elle. « Enchantée !» ai-je menti en indiquant le canapé usé. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous offrir un café ? Nous ne sommes pas là pour faire des rencontres, maman, » m'a répondu Miguel, la voix tendue. « Nous avons besoin de parler de quelque chose de sérieux. » J'ai regardé mon fils d'un œil nouveau. Il y avait en lui une nervosité que je n'avais jamais vue auparavant. Pas l'irritation impatiente de nos dernières interactions, mais une véritable peur qui transparaissait dans de petits gestes, l'ajustement constant de sa cravate, la façon dont ses yeux évitaient les miens, la sueur perceptible sur son front malgré l'air conditionné. « Bien sûr, » répondis-je calmement en m'asseyant en face de lui. « Je suis à l'écoute. » Laura ouvre sa mallette et en sort des documents. « Madame Oliveira, nous sommes venus discuter de certaines irrégularités qui ont affecté les clients de notre cabinet. »« Irrégularités ?» ai-je répété innocemment. « Des fuites », a ajouté Miguel, dont la voix a baissé d'une octave. « Des informations confidentielles qui parviennent d'une manière ou d'une autre aux autorités de régulation et aux concurrents. Cela semble très sérieux, ai-je commenté en croisant les mains sur mes genoux. Mais je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi. Laura s'est penchée en avant, ses yeux aiguisés comme des rasoirs. « Madame Oliveira, nous connaissons votre longue carrière chez Pinheiro & Associados. Nous savons que vous aviez accès à des informations privilégiées sur de nombreux clients que nous représentons aujourd'hui. Était il y a des années, ai-je répondu en soutenant son regard. Je suis à la retraite maintenant. Maman, la voix de Miguel s'est légèrement brisée. S'il te plaît, sois honnête avec nous. Êtes-vous à l'origine de ces fuites ? J'ai regardé mon fils, vraiment, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce N n'était pas seulement de la peur pour sa carrière. Il y avait une terreur plus profonde dans ses yeux, comme si quelque chose de bien pire que le chômage le menaçait.
Miguel, dis-je lentement. Que se passerait-il si ces fuites continuaient? Il a échangé un rapide regard avec Laura avant de répondre. Ce serait dévastateur, pas seulement pour le bureau, pour toutes les personnes impliquées. Y compris vous? Il déglutit. Oui. Laura intervient, sa voix professionnelle masquant à peine la tension. Madame Oliveira, nous sommes venus vous proposer un accord. Le cabinet est prêt à offrir une généreuse compensation financière en échange de la cessation immédiate de toute activité liée à nos clients. Une compensation? Ai-je répété en haussant un sourcil. Cela ressemble à un pot de vin. Appelons cela une compensation pour préjudice émotionnel, suggère-t-elle en glissant une feuille de papier dans ma direction. Ce n'est qu'un premier chiffre. Nous sommes ouverts à la négociation. J'ai regardé le document. Le montant était important, plus que ce que je gagnerais en 10 ans de travail. Et que se passera-t-il si je dis que je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez? Ai-je demandé en rendant le papier sans le signer. Laura a souri froidement. Madame Oliveira, permettez-moi d'être franche. Nous avons des preuves indirectes qui vous relient à ces fuites. Pas assez pour une procédure pénale, peut-être, mais assez pour vous compliquer la vie. Quel genre de preuves? Ai-je demandé. Maman, interrompt Miguel, la voix suppliante. Je t'en prie. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Alors explique-moi, ai-je demandé, les yeux rivés sur les siens. Qu'est-ce qui est en jeu, Miguel? Un silence pesant s'installe dans la pièce. C'est Laura qui le rompt enfin. Votre fils vous protège, Madame Oliveira. Il y a des gens très puissants et très en colère qui sont impliqués dans cette situation. Des gens qui ne se contenteraient pas de procès pour résoudre leurs problèmes. Comme Ricardo Torres? Demandai-je brusquement. Le journaliste dont la maison a mystérieusement pris feu la nuit dernière? Miguel a visiblement pâli. Miguel pâlit visiblement. Nous ne le savions pas. Le choc sur son visage semblait sincère. Mais je m'étais déjà fait avoir. Ton père le sait, accusai-je en me tournant vers Laura. Alberto Mendes m'a rencontré à la foire hier. Il m'a parlé de mon porte-document, ce qu'il n'aurait su que si quelqu'un était introduit chez moi. Laura a gardé son calme, mais j'ai remarqué un léger tremblement dans ses mains. Mon père n'a rien à voir avec. Plus de mensonges, interrompis-je, ma voix élevant pour la première fois. Tu t'es introduite chez moi? Vous avez menacé mon ami? Et maintenant, vous essayez de m'acheter? Je me levai et me dirigeais vers la table de la cuisine où j'avais soigneusement étalé mes documents. Peut-être devrions-nous discuter de la véritable raison de toutes ces préoccupations. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui est en danger, c'est le crime, la fraude, la corruption systématique. Miguel se leva brusquement. « Maman, je t'en prie, tu ne comprends pas. Ils vont… » Il fut interrompu par le bruit strident d'un coup de frein à l'extérieur. Par la fenêtre, j'ai vu 2 voitures noires se garer précipitamment. Des hommes en costume en sont sortis rapidement et se sont dirigés vers ma maison. « Il est trop tard », a chuchoté Laura, dont le visage avait perdu son masque professionnel. Il y avait une véritable peur dans ses yeux. « Ils ne nous font pas confiance pour régler ce problème. »« Qui sont-ils » ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer. « Maman, Miguel m'a pris le bras de toute urgence. Prends l'essentiel. Nous devons partir d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. Tout de suite. »« Quoi ? Je n'irai nulle part. C'est ma maison. » »« Ils ne sont pas là pour négocier, » dit-il, le visage déformé par la panique. « Ils sont là pour éliminer le problème. Et pour l'instant, c'est vous le problème. » Un bruit sourd de poings frappant la porte confirma ces paroles. « Madame Oliveira » appela une voix masculine autoritaire. « Sécurité privée. Il faut qu'on parle. » Miguel me tire vers l'arrière de la maison. « Il y a une sortie par derrière. C'est toi qui m'as amené ces gens. » accusai-je en résistant. « Non. » Miguel semblait au bord des larmes. « Je suis venu te prévenir. Laura a accepté de m'aider. Nous pensions avoir le temps de la convaincre d'accepter le marché avant qu'il ne prenne des mesures plus drastiques. » J'ai regardé Laura, qui s'empressait maintenant de ramasser mes papiers sur la table. « C'est vrai, » a-t-elle confirmé, tendue. « Ah, mon père a découvert votre collection. Il l'a dit aux associés principaux. Ils ont engagé une équipe de gestion de crise. Ces hommes ne sont pas des agents de sécurité ordinaires. » La porte d'entrée ébranla dans un bruit sourd et violent. « Dernière chance, Madame Oliveira » a crié la voix. Le temps s'est figé et j'ai regardé mon fils. Dans ses yeux, je voyais le garçon qui m'avait tenu la main à l'enterrement de son père. L'adolescent qui étudiait tard pour assurer son avenir. L'homme qui était égaré, mais qui risquait tout pour me sauver. La malle, ai-je chuchoté avec insistance.
Nous devons prendre la malle. On n'a pas le temps, a insisté Miguel. Alors, tout cela n'a servi à rien, ai-je répondu, la voix brisée. Tout ce que j'ai documenté, tout ce que j'ai souffert. Laura s'est interposée, rangeant les documents dans sa mallette. J'ai ici les choses les plus importantes. Et je connais un journaliste de Folla qui pourrait... Le bruit du verre brisé l'interrompt. Il se frayait un chemin à travers les fenêtres. Miguel cria « Maintenant » et m'attrapa la main. En un instant, nous avons couru vers l'arrière de la maison, à travers le petit jardin que j'avais à peine eu le temps de cultiver. Laura nous a suivis, serrant sa mallette, comme si elle contenait sa propre vie. Un coup de feu a retenti derrière nous, étrangement fort dans le calme de la campagne. « Il tire » ai-je soufflé, incrédule. « Ce n'est pas pour frapper » a répondu Miguel, alors que nous courions vers un chemin forestier. « C'est pour te faire peur. » Pourtant, alors que nous nous frayions un chemin dans la végétation dense, je me demandais comment ma quête de justice était transformée en ce cauchemar. Et plus important encore, qui était réellement à l'origine de cette persécution? Qu'y avait-il dans mes documents qui justifiait une telle violence? La réponse, je m'en doutais, se trouvait dans le dossier que Laura serrait contre sa poitrine pendant que nous courions dans la forêt. Et peut-être allais-je enfin découvrir la véritable étendue des secrets que j'avais gardés pendant tant d'années. Derrière nous, les aboiements des chiens ont commencé à résonner. La chasse avait officiellement commencé. La forêt nous engloutit comme un amant désespéré, se refermant derrière nous en un rideau vert qui nous cachait temporairement de nos poursuivants. Miguel ouvrait la voie, se déplaçant avec une familiarité surprenante sur le terrain accidenté. « Tu connais cet endroit ?» demandai-je à bout de souffle, alors que nous enjambions un petit ruisseau. « J'ai étudié les cartes de la région, » répondit-il sans ralentir. « Quand j'ai découvert ce qu'il préparait, j'ai commencé à me préparer au pire. » Cette révélation a provoqué une vague de émotions contradictoires. Mon fils avait prévu ce moment. Il était préparé à me sauver. Ce même fils qui, quelques mois plus tôt, m'avait suggéré de faire appel à l'aide sociale. Laura nous a suivis en titubant, visiblement peu habituée à ce genre d'activité physique. Ses chaussures à talons hauts, adaptées au bureau d'avocat, s'enfonçaient dans le sol mou de la forêt. « Par ici », nous dit Miguel en indiquant une piste presque imperceptible sur notre droite. « Il y a une cabane de chasse abandonnée à 2 kilomètres. Nous pouvons nous y abriter temporairement. » Le bruit des aboiements diminuait à mesure que nous avancions, mais je ne me laissais pas aller au soulagement. Je savais que de tels hommes n'abandonnaient pas facilement. Lorsque nous atteignîmes enfin la cabane, une construction rustique presque engloutie par la végétation, mes poumons brûlaient et mes jambes tremblaient d'épuisement. La maladie qui m'affligeait depuis des mois faisait son œuvre sans relâche. Miguel ouvrit la porte rouillée, vérifia rapidement l'intérieur avant de nous faire signe. Ça a l'air sûr. L'intérieur de la hutte était spartiate. Une table poussiéreuse, 2 chaises cassées, une vieille cuisinière à bois et un mince matelas dans un coin. Des fenêtres sales filtraient la lumière de l'après-midi, créant des motifs fantomatiques sur le sol en bois. « Combien de temps devons-nous rester ici ?» demandai-je en m'effondrant sur l'une des chaises, essayant de contrôler ma respiration. « Juste assez longtemps pour que je puisse établir un contact », répondit Miguel en consultant son téléphone portable. « Pas de signal, comme prévu. Il faut que j'aille au sommet de cette colline. » Laura reprend enfin son souffle pour parler. « Contacter qui? Qui pourrait nous aider maintenant ?» Miguel hésite, échange un regard avec moi avant de répondre « Ricardo Torres. » Le journaliste? Laura a eu l'air confuse. « Mais sa maison, l'incendie a été mis en scène, » explique Miguel. Quand j'ai compris ce qui se passait au bureau, je suis allé voir Ricardo. Il m'a parlé de votre collaboration, maman. Ensemble, nous avons préparé un plan d'urgence. Je regarde mon fils avec un étonnement renouvelé. « Tu connaissais Ricardo? Tu étais au courant de notre plan? » « Pas au début, » a-t-il admis. Je ne l'ai découvert qu'après que les premières fuites ont commencé à affecter le bureau. Ricardo est venu me voir quand il s'est rendu compte que je servais de bouc émissaire aux partenaires. « Bouc émissaire ?» répétai-je. Miguel s'est passé la main sur le visage. Un geste qui m'a douloureusement rappelé son père. Les associés principaux savaient que les dossiers problématiques avaient des liens historiques suspects. Ils les ont délibérément placés sous ma supervision. Si quelque chose tournait mal, la faute en reviendrait au jeune avocat ambitieux qui aurait fait des économies. Laura acquiesce sombrement. C'est vrai. C'est ainsi que j'ai découvert ce qui se passait. J'ai entendu mon père discuter de la stratégie avec Faria.
Alors vous nous aidez parce que... Je laisse la question en suspens. Parce que ce qu'ils font est mal, répondit-elle fermement. Et parce que... Elle a hésité, regardant Miguel. Votre fils m'a montré qu'il y a d'autres façons de pratiquer le droit que le modèle que mon père représente. Quelque chose dans leur regard m'a dit qu'il y avait plus dans cette histoire qu'une simple alliance professionnelle. Dans une autre situation, j'aurais pu sourire. Miguel s'est dirigé vers la porte. Je dois essayer d'établir un contact. Ricardo doit attendre notre signal. Laura ouvrit sa mallette et sortit les documents qu'elle avait récupérés sur mon bureau. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre exactement ce que nous avons en main. Qu'est-ce qui, dans ces documents, justifie une poursuite armée? Nous avons étalé les documents sur la table poussiéreuse. Ils ne représentaient qu'une fraction de mes dossiers, mais ils contenaient des informations sur 3 cas spécifiques. L'acquisition de Vital Pharmaceuticals, la fusion avec Teknova et quelque chose que je n'avais pas encore divulgué. Des documents sur le projet Amazon. J'ai pointé du doigt les documents relatifs au projet Amazon. Je n'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait de réunions extrêmement restreintes chez Pinheiro & Associados. Seul Augusto Pinheiro et 2 directeurs y participaient, ainsi que des représentants d'une société étrangère. Laura étudie les documents, son visage pâlit peu à peu. Elle finit par murmurer « Mon Dieu, c'est bien pire que ce que j'avais imaginé. C'est bien pire que ce que j'imaginais. » « Qu'est-ce que c'est ?» demande Miguel en s'approchant à nouveau de la table. Le projet Amazonia était le nom de code d'une opération visant à acquérir des terres indigènes délimitées, expliqua-t-elle, la voix tremblante. Par le biais de sociétés écrans et de fonctionnaires soudoyés, ils ont réussi à falsifier des documents qui prouvaient que certaines zones N étaient ou pas traditionnellement occupées. J'ai demandé « Pourquoi faire ?»« Pour l'exploitation minière », a répondu Laura. Mais pas n'importe quelle exploitation minière. Ces analyses de sol, indique-t-elle en montrant des graphiques que j'ai recopiés sans bien comprendre, montrent des concentrations extraordinaires de terres rares, des éléments cruciaux pour les technologies de pointe dont la demande a explosé au cours de la dernière décennie. Miguel émet un petit sifflement. Cela vaudrait des milliards, ajoute Laura, peut-être des billions selon l'ampleur du dépôt. Et qui Mendes Faria représente-t-il dans ce projet ? Ai-je demandé. Tout le monde, répond Laura avec amertume. La compagnie minière, les sociétés écrans qui ont acheté les terres et même certaines des populations indigènes qui ont été contraintes de donner leur accord aux transactions. Le silence qui suit n'est interrompu que par le murmure du vent à travers les fissures de la hutte. L'ampleur de ce que nous venions de découvrir était écrasante. Cela explique tout, dit finalement Miguel. C'est ce qui explique la réaction extrême aux fuites. Ce N était pas seulement une affaire en péril, était une opération criminelle de grande envergure, planifiée depuis des années. Laura acquiesce, réorganisant les documents. Et votre dernière fuite, à propos de Teknova, menaçait de dévoiler une partie du plan. Teknova développe une technologie qui dépend de ces terres rares. Ils font partie du même puzzle. La cabine semble soudain plus froide, plus sombre. Ce qui avait commencé comme ma quête personnelle de justice avait involontairement mis au jour quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sinistre. Nous devons rendre cette affaire publique, ai-je décidé, immédiatement. Ce n'est pas si simple, a prévenu Laura. Ces preuves sont circonstancielles. Il nous faudrait plus de... Elle fut interrompue par un bruit qui nous glaça le sang. Le crissement distinct de pneus sur du gravier, s'approchant de la cabane. Miguel s'est précipité vers la fenêtre, jetant un coup d'œil prudent à travers la poussière. 2 véhicules, les mêmes que ceux de ta maison, maman. Comment ont-ils pu nous trouver si vite ? Demandai-je, la panique montant dans ma gorge. Laura pâlit encore plus, fouillant frénétiquement ses poches. « Mon téléphone !» murmure-t-elle, horrifiée. Ils ont dû repérer mon téléphone. Miguel a réagi immédiatement, attrapant le téléphone portable de Laura et le jetant par la fenêtre arrière, le plus loin possible dans la direction opposée à notre itinéraire de fuite prévu. Il m'a ordonné de sortir par l'arrière, de remettre les documents dans la mallette et de me l'attendre, de suivre le ruisseau pour minimiser les traces. Je vous ralentirai. Non, protestai-je en lui attrapant le bras. Tu viens avec nous ? Ses yeux rencontrèrent les miens et, pour la première fois depuis des années, je vis là mon vrai fils, celui qui avait toujours promis de me protéger après la mort de son père. Je te rattraperai, promit-il. Mais il faut que quelqu'un fasse diversion. Avant que je ne puisse protester à nouveau,
Le bruit des pas qui s'approchaient a pris la décision pour nous. Où Miguel me poussa doucement vers la porte de derrière. Cette fois, laisse-moi sacrifier quelque chose pour toi. Le cœur brisé, j'ai laissé Laura me conduire hors de la cabane. Alors que nous nous éloignions, j'entendis Miguel déplacer des meubles, créant délibérément du bruit pour attirer l'attention sur lui. Il va s'en sortir, a chuchoté Laura, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Ton fils est plus intelligent qu'il n'y paraît. Nous avons suivi le ruisseau, l'eau froide trempant mes chaussures et amortissant nos pas. Derrière nous, j'ai entendu des voix élevées, une porte être enfoncée, et puis le son qui entrait mes cauchemars. Un seul coup de feu, assourdissant dans le silence de la forêt. Je me suis arrêtée, le corps figé par la terreur. J'ai voulu crier « Miguel !» Mais Laura a couvert ma bouche de sa main, ses yeux me suppliant de me taire. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière », a-t-elle chuchoté avec insistance. Il s'est sacrifié pour nous donner cette chance. Les larmes ont brouillé ma vue, tandis qu'elle m'éloignait, chaque pas éloignant un peu plus de mon fils, de la seule personne pour laquelle j'ai tout sacrifié. J'ai finalement demandé où nous allions lorsque nous n'avons plus entendu les bruits de la hutte. Laura a pointé du doigt une colline lointaine. Au même endroit où Miguel avait l'intention d'aller. Nous devons trouver Ricardo. Et s'il est trop tard? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Laura n'a pas répondu tout de suite. Lorsqu'elle a finalement pris la parole, sa voix était empreinte d'une détermination qui m'a surpris. Alors, nous transformerons ces documents en l'arme la plus puissante que ce pays ait jamais vue. Et nous les détruirons tous, y compris mon père. À ce moment-là, alors que nous marchions dans la forêt assombrie par le crépuscule, j'ai ressenti une étrange inversion des rôles. À présent, était moi qui suivais, qui comptait sur quelqu'un de plus jeune pour me guider. Plus troublant encore, j'y étais conscient que ma quête de justice personnelle avait déclenché quelque chose qui pourrait coûter la vie à mon fils. Ou peut-être que était déjà le cas. La nuit tombait complètement, tandis que nous gravissions la colline, nos corps épuisés protestant à chaque pas. Au sommet, Laura a sorti de sa poche un petit appareil que je n'ai pas reconnu. « Balise de détresse », explique-t-elle en l'activant. Une petite lumière rouge s'est mise à pulser. Ricardo saura que nous avons besoin d'une extraction immédiate. « Combien de temps ?» demandai-je en me laissant tomber sur un rocher, mon corps cédant enfin à épuisement. « Quelques minutes, s'il est proche, des heures s'il ne l'est pas, a-t-il répondu en s'asseyant à côté de moi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et prier. Alors que le ciel sombre révèle ses étoiles, une question me taraude. Qu'ai-je vraiment accompli dans ma croisade? En cherchant à me faire justice, j'avais dénoncé des crimes inimaginables, certes, mais j'avais aussi mis en péril la vie de mon fils, ce même fils qui, malgré toutes ses erreurs, était revenu me sauver quand il le fallait. Madame Oliveira, la voix de Laura interrompt mes sombres pensées. Regardez. À l'horizon lointain, les lumières d'un véhicule se rapprochèrent de nous, empruntant une route de campagne que nous ne pouvions pas voir dans l'obscurité. « C'est Ricardo ?» demandai-je avec espoir. « Ou nos poursuivants ?» a-t-elle répondu honnêtement. Alors que les lumières se rapprochaient, j'ai serré la mallette contre ma poitrine. Quoi qu'il arrive, les secrets que j'avais gardés pendant des décennies ne mourraient pas avec moi. J'ai enfin compris que le véritable révélateur de secrets n'était pas moi, mais les documents que j'avais méticuleusement conservés au fil des ans. Et peut-être, juste peut-être, ces secrets serviraient désormais un but plus important que ma petite vendetta personnelle. Les lumières se rapprochèrent et nous pûmes enfin apercevoir une vieille Jeep qui montait la colline, ses phares tranchant l'obscurité comme des épées de lumière. Laura s'est levée et s'est placée devant moi pour me protéger. « Restez derrière moi », a-t-elle ordonné. Le véhicule s'est arrêté à une trentaine de mètres. Pendant un moment angoissant, il ne se passa rien. Puis la portière du conducteur s'ouvrit et une silhouette émergea dans l'obscurité. « Laura? Regina ?» dit une voix familière. « Ricardo !» m'exclamai-je, mon corps affaibli s'effondrant presque de soulagement. Il courut vers nous et, dans l'instant qui suivit, nous précipita vers la Jeep. « Dépêchez-vous, l'hélicoptère nous attend à 10 km. »« Hélicoptère ?» répétai-je confusément, tandis qu'il nous aidait à monter dans le véhicule. « Plan d'urgence !» explique-t-il brièvement en démarrant et en manœuvrant la Jeep dans un virage serré. Miguel m'a convaincu de préparer plusieurs itinéraires de évacuation. Où est-il? Le silence douloureux qui s'ensuivit fut une réponse suffisante. « Mon Dieu !»
marmonne Ricardo en accélérant sur la route précaire. Il y a eu un coup de feu, alors? Nous n'en sommes pas sûrs, répond Laura, la voix tremblante. Il est resté derrière. Il a fait diversion pour que nous puissions nous échapper. Ricardo hocha gravement la tête, ses doigts serrant le volant jusqu'à ce que les jointures deviennent blanches. Miguel est intelligent. Il a peut-être trouvé un moyen de... Ne me donnez pas de faux espoirs, interrompis-je, la voix plus ferme que je ne m'y attendais. Dites-moi simplement, où allons-nous? Brasilia, répondit-il, les yeux fixés sur la route sombre. J'ai des contacts au bureau du procureur général. Des gens qui croient encore en la justice. Ah, et les documents? Demande Laura. Seront-ils suffisants? Ricardo jette un coup d'œil rapide au dossier posé sur mes genoux. Avec ce que tu as là, plus ce que j'ai déjà compilé ces derniers mois, oui. C'est suffisant pour ouvrir une enquête fédérale que personne ne pourra étouffer. Alors que la Jeep roulait dans la nuit, mon esprit revenait sans cesse à Miguel, mon fils, que j'avais jugé si sévèrement, que j'avais puni pour ses choix, qui, en fin de compte, s'était révélé plus fort et plus honorable que je ne l'avais imaginé. Il a vraiment changé, n'est-ce pas? Demandai-je à Laura, qui regardait par la fenêtre. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. Votre fils est un homme bon, Madame Oliveira. Ces derniers mois, depuis qu'il a découvert ce qui se passait réellement au bureau, il a été infatigable. Il a tout risqué. Pour moi, pour la justice, répond-elle. Eh oui, pour toi aussi. Pendant un bref instant, je me suis permis de ressentir une fierté pure et intacte pour mon fils. Non pas pour l'avocat à succès qui a gravi les échelons d'un cabinet corrompu, mais pour l'homme qui a redécouvert son sens moral au moment le plus important. Le reste du voyage s'est déroulé comme un rêve. L'hélicoptère qui attend dans un champ isolé. Le vol de nuit au-dessus des forêts et des champs, les lumières des villes lointaines brillant comme des constellations terrestres. L'arrivée dans la banlieue de Brasilia à l'aube. L'appartement sûr où Ricardo nous a logés. Le lendemain matin, je me suis réveillé désorienté et j'ai eu besoin de quelques instants pour reconnaître mon environnement. Les souvenirs de la fuite, le son du seul coup de feu, l'incertitude sur le sort de Miguel, tout me revenait en une vague écrasante. Je me suis levé avec difficulté, mon corps protestant contre l'épuisement de la veille. Dans le salon du petit appartement, j'ai trouvé Laura et Ricardo penchés sur une table couverte de documents. « Bonjour », dit Ricardo en levant les yeux. « Comment te sens-tu? Comme une femme de 60 ans qui court dans les bois pour échapper à des hommes armés ?» répondis-je avec une tentative d'humour qui sonnait plus amère que je ne le souhaitais. « Des nouvelles de Miguel ?» demandai-je, redoutant la réponse. Leur silence fut une réponse suffisante. « Regina », dit enfin Ricardo, d'une voix douce. « Nous devons revoir ces documents une dernière fois avant notre rencontre avec le procureur Marina Sanchez. Elle a accepté de nous recevoir cet après-midi, officieusement. Je ne vois aucun document pour l'instant, avouai-je en m'effondrant sur une chaise. Mon fils pourrait être... Votre meilleure chance d'aider Miguel est de vous assurer que ces informations parviennent aux bonnes autorités, interrompit Laura avec fermeté. Si quelque chose lui est arrivé, votre sacrifice ne peut pas être vain. Sa logique était impeccable, mais trop froide pour le trou béant dans ma poitrine. J'ai néanmoins acquiescé et je les ai rejoints à la table. Pendant des heures, nous avons passé en revue chaque document, chaque note, chaque lien. Le tableau qui s'est dégagé était plus sinistre que ce que chacun d'entre nous avait imaginé au départ. Une conspiration, étendant des bureaux des entreprises au ministère, impliquant des milliards de ressources naturelles, des terres indigènes et des vies humaines traitées comme de simples obstacles à éliminer. À midi, Ricardo a reçu un appel qui l'a fait pâlir. Il a répondu brièvement, a échangé quelques mots avant de raccrocher. « Quoi ?» demandai-je, reconnaissant l'expression de quelqu'un qui vient d'apprendre une nouvelle dévastatrice. « Ils ont trouvé un corps dans les bois, a-t-il dit, les mots sortant comme des pierres, près de la cabane où tu étais. Le monde a semblé s'arrêter de tourner. Laura m'a pris la main, sa paume froide contre la mienne. « Identification ?» a-t-elle demandé, sa voix professionnelle ne parvenant pas à masquer les tremblements. « Pas encore », répond Ricardo. « Mais il hésite, visiblement peu enclin à poursuivre. « Dites-moi », ai-je demandé, le cœur serré dans la poitrine. C était un jeune homme, costume gris, le costume que Miguel portait lorsqu'il nous a rendu visite. Le monde s'est assombri aux limites de ma vision et, pendant un instant, j'ai cru que j'allais évanouir. Laura a serré ma main plus fort, me ramenant à la réalité. « Nous ne savons pas si c'est lui », insiste-t-elle.
Pas tant que nous n'aurons pas la confirmation. J'ai acquiescé machinalement, mais une sombre certitude était déjà installée en moi. Mon fils avait donné sa vie pour me sauver. Pour sauver la vérité que j'avais gardée pendant des décennies. Combien de temps avant la rencontre avec le procureur, demandai-je, la voix étrangement calme. 3 heures, a répondu Ricardo en me regardant avec inquiétude. Alors, allons-y, dit-il en rapprochant les documents. Oh, mon fils mérite que nous fassions les choses correctement. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de détermination fébrile. Nous avons organisé les documents, créé un résumé concis, préparé une présentation chronologique qui rendait la conspiration claire, même pour quelqu'un qui n'en connaissait pas les détails. Au moment de partir pour la réunion, j'ai senti un calme étrange m'envahir, la sérénité qui ne vient pas de la paix, mais de la certitude absolue d'un but. « Regina, » dit Ricardo alors que nous marchions vers la voiture, « es-tu sûre de être à la hauteur ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, » ai-je répondu en serrant ma mallette contre ma poitrine. Ces secrets doivent enfin être révélés. Le bureau de Marina Sanchez était étonnamment modeste. Une pièce fonctionnelle avec des étagères de livres juridiques, un bureau en chêne massif et des fenêtres qui donnaient sur les jardins intérieurs du bâtiment fédéral. La procureure elle-même, une femme des âges moyens aux yeux perçants et à l'allure militaire, nous a accueillis avec une réserve professionnelle. « M. Torres », dit-elle à Ricardo en lui serrant brièvement la main. « J'espère que vous comprenez le caractère exceptionnel de cette rencontre. Je n'ai accepté que parce que vous avez mentionné le projet Amazon. » Ses yeux se sont portés sur Laura et moi, nous évaluant attentivement. Et ces dames sont Regina Oliveira, présente Ricardo, ancienne secrétaire exécutive de Pinheiro & Associados pendant 30 ans, et Laura Mendes, avocate associée chez Mendes, Faria & Associados. Le procureur arque un sourcil. « Mendes ? Comme Alberto Mendes ? Mon père », confirme Laura en soutenant le regard du procureur sans hésitation. « Je suis ici parce que je crois que des crimes sont commis au su et avec la participation du bureau où je travaille. » Marina indique les chaises devant elle. « Asseyez-vous. Vous avez 30 minutes pour me convaincre qu'il ne s'agit pas d'une vendetta personnelle ou d'une spéculation sans fondement. »« Nous n'aurons pas besoin de tout ce temps, » ai-je répondu en ouvrant le dossier qui se trouvait sur son bureau. Les faits parleront d'eux-mêmes. Au cours des 20 minutes suivantes, nous avons méticuleusement présenté nos preuves. Les documents originaux de Pinheiro & Associados détaillant les premières étapes du projet Amazon. Les notes internes de Mendes in Faria sur la représentation juridique des sociétés écrans. Les rapports géologiques montrant la valeur réelle des terres ciblées. L'expression de la procureure est restée impassible, tandis qu'elle examinait chaque document, prenant de temps à autre des notes sur un bloc-notes. Seuls ses yeux, de plus en plus intenses et concentrés, révèlent l'impact de nos révélations. Et celui-ci, dit Laura en présentant le dernier document, est un rapport confidentiel sur la neutralisation de la résistance indigène dans la région nord du projet. Notez le langage soigneusement aseptisé pour masquer ce qu'il proposait réellement. L'assassinat des chefs de communauté qui refusaient de céder leurs terres. Un silence pesant s'installe alors que le procureur étudie le document final. Lorsqu'elle lève enfin les yeux, son expression a subtilement changé. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» demande-t-elle, d'une voix volontairement neutre. « Je les ai collectés pendant 30 ans, ai-je répondu honnêtement. En tant que secrétaire de direction, j'avais accès à des informations que personne ne prêtait attention à ce que je voyais ou entendais. Les hommes puissants remarquent rarement les femmes qui servent le café lors de leurs réunions secrètes. » Un bref éclair de compréhension a traversé le visage de Marina. Elle aussi connaissait cette invisibilité. « Et pourquoi avez-vous décidé de le révéler maintenant, Madame Oliveira ? Après tant d'années passées à garder ces secrets ? La question me prend au dépourvu. Pourquoi, en effet ? Au départ, il s'agissait d'une vendetta personnelle contre Miguel et le bureau qui l'employait. Mais à un moment donné, cela s'est transformé en quelque chose de plus grand. Parce que mon fils est peut-être mort pour que cette vérité soit révélée, répondis-je, la voix légèrement fêlée. Et parce que certaines vérités sont trop lourdes pour être portées seules. Marina s'est adossée à sa chaise, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Comprends-tu ce que tu proposes ? Une enquête de cette ampleur ébranlerait les fondations de plusieurs institutions puissantes. Il y aurait une résistance farouche. C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui ait votre courage et votre intégrité, répond Ricardo. Quelqu'un qu'on ne peut ni acheter ni intimider.
Un léger sourire se dessine sur les lèvres du procureur. L'adulation ne vous aidera pas, Torres. Ce n'est pas de la flatterie, insiste-t-il. C'est de la reconnaissance. Votre réputation parle d'elle-même. Marina soupira profondément, regardant à nouveau les documents éparpillés sur son bureau. Ah, en supposant que j'ouvre une enquête préliminaire, vous aurez tous les trois besoin d'une protection. Les témoins dans ce genre d'affaires ont des antécédents inquiétants d'accidents. Nous avons déjà trop perdu, ai-je répondu fermement. Nous ne reculerons pas maintenant. La procureure a hoché lentement la tête, prenant sa décision. Je vais affecter une équipe spéciale à cette affaire, qui me rendra compte directement. Vous serez tous les trois placés sous protection fédérale immédiate. Elle décroche le téléphone et compose un numéro interne. Georges, j'ai besoin d'une équipe de sécurité dans mon bureau immédiatement. Protocole Swallow. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers nous avec une expression sérieuse. À partir de maintenant, vous êtes sous la protection de l'État. Non pas à cause des documents, bien qu'ils soient cruciaux, mais parce que je soupçonne que les personnes derrière tout cela sont déjà en mouvement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demande Laura, visiblement crispée. Ton père m'a appelé il y a 1 heure, révèle Marina, les yeux fixés sur Laura. Il voulait savoir si j'avais un rendez-vous avec Ricardo Torres aujourd'hui. Laura pâlit. Ils savent. Exactement, confirma le procureur. Et c'est pourquoi. Un coup frappé à la porte l'interrompt. Son assistante se précipite et lui tend une note. Marina le lit rapidement, son expression passe du professionnel à quelque chose de plus humain, quelque chose qui ressemble étrangement à de la compassion. « Madame Oliveira, dit-elle en me regardant directement, nous venons de recevoir des informations qui pourraient vous intéresser personnellement. » Mon cœur s'est arrêté. Miguel. Il s'agissait forcément de Miguel. Le corps retrouvé près de la cabane, elle consulta à nouveau la note, a été identifié comme étant Ernesto Villas, un agent de sécurité privé connu pour travailler pour des hommes d'affaires, faisant l'objet d'une enquête fédérale. Et Miguel ? Les mots sont sortis comme un soupir. Mon fils ? Il a été retrouvé il y a 1 heure, Madame Oliveira. Il est vivant. Le monde semble se dissoudre autour de moi. Vivant. Miguel était vivant. Mes jambes faiblissaient et si Laura ne m'avait pas soutenue, je serais tombée. J'ai réussi à demander « Où ?» Hôpital régional de Brasilia. Il a été blessé par balle à l'épaule et déshydraté, mais les médecins disent qu'il se rétablira complètement. Les larmes que je retenais depuis si longtemps ont fini par couler. Mon fils était vivant. Malgré tout, mes manipulations, ma vengeance, ma colère, il avait survécu. Comment est-il arrivé à Brasilia ? Demande Ricardo, tout aussi stupéfait. Apparemment, répondit Marina en regardant à nouveau la note, il a réussi à maîtriser un des hommes qui le poursuivait et à s'emparer de son véhicule. Il a roulé toute la nuit avec une blessure par balle pour arriver jusqu'ici. Il savait, ai-je murmuré, réalisant soudain. Il savait que nous allions venir ici. Votre fils semble extraordinairement déterminé, Madame Oliveira, commente le procureur. Il est arrivé à l'hôpital en demandant des nouvelles de Ricardo Torres et de vous. Quand ils lui ont dit qu'il ne savait pas où il était, il a insisté pour parler à quelqu'un du bureau du procureur fédéral. Une étrange fierté mêlée de soulagement m'envahit la poitrine. Mon fils, mon Miguel. Je peux le voir ? demandai-je en me levant difficilement. Dès que nous aurons terminé et que nous aurons garanti sa sécurité, promet Marina. Il est également sous la protection du gouvernement fédéral. Au cours des heures suivantes, nous avons formalisé nos déclarations, signé des déclarations préliminaires et reçu des informations sur les procédures de protection des témoins. Tout semblait irréel, comme si j'observais les événements de très loin. Lorsque j'ai finalement été autorisé à rendre visite à Miguel, c'était tard dans la nuit. Escorté par 2 agents fédéraux, je suis entré dans la chambre d'hôpital où mon fils était allongé, elle épaule bandée, la peau pâle contre les draps blancs. « Maman !» a-t-il murmuré en me voyant, ses yeux s'illuminant. Je me suis précipité à ses côtés, prenant sa main entre les miennes, incapable de retenir les sanglots qui secouaient mon corps. « Pardonne-moi !» ai-je supplié en embrassant ses doigts. « Pardonne-moi, je t'en prie. »« Il n'y a rien à pardonner !» a-t-il répondu, d'une voix faible mais ferme. « C'est moi qui dois demander pardon, pour tout ce que j'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. Chut !» l'ai-je apaisé en lui caressant le visage comme je le faisais lorsque j'y étais enfant. « Tout va bien maintenant. »« On l'a eu ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant la confirmation dans les miens. «
Les documents ont-ils été transmis aux autorités? Oui, lui ai-je assuré. Le procureur Sanchez a déjà ouvert une enquête. C'est vrai, Miguel, c'est en train de se produire. Un léger sourire a illuminé son visage épuisé. Alors, ça valait le coup. J'ai failli te perdre, ai-je murmuré, la réalité de cette possibilité me terrifiant encore. Mais ce n'est pas le cas, a-t-il répondu en me serrant faiblement la main. Nous sommes ici, ensemble. À cette nuit-là, je suis resté au chevet de mon fils, le regardant dormir, émerveillant des étranges chemins que la vie choisit. J'avais commencé mon voyage en cherchant à me venger du fils qui m'avait abandonné. Je l'ai terminé en me réconciliant avec l'homme qui avait tout risqué pour me sauver, et pour sauver quelque chose de bien plus grand que nous deux. Les mois suivants ont apporté des changements sismiques que personne n'aurait pu prédire. L'enquête menée par le procureur Sanchez a révélé un réseau de corruption si étendu qu'il a ébranlé les marchés financiers lorsque les premières arrestations ont commencé. Alberto Méndez a été l'un des premiers à tomber, suivi par des partenaires de Méndez & Faria et des cadres de Pinheiro & Associados. Le projet Amazon a été exposé dans ses moindres détails, provoquant des protestations internationales et l'intervention d'organisations de défense des droits de l'homme. Laura, étonnamment, s'est imposée comme une voix importante dans la réforme du système juridique des entreprises, témoignant courageusement contre son propre père et proposant de nouveaux cadres éthiques pour les cabinets d'avocats. Miguel, après s'être complètement remis de ses blessures, a refusé les offres lucratives d'autres cabinets. Au lieu de cela, il a créé un petit cabinet dédié à la représentation des communautés indigènes et des petits exploitants contre les grandes entreprises. Quant à moi, la première diseuse de secrets, j'ai trouvé une nouvelle raison d'être. Avec une partie des fonds obtenus grâce au programme de récompense des dénonciateurs du gouvernement fédéral, j'ai créé la fondation Invisible Voices, qui a pour mission de soutenir les professionnels de l'administration âgée en situation de vulnérabilité. Notre première initiative, un complexe d'habitation pour les secrétaires à la retraite qui avaient perdu leur logement en finançant l'éducation de leurs enfants. Le premier bâtiment a été baptisé Carlos Oliveira, en hommage à l'homme qui a construit le coffre où j'ai gardé les secrets qui allaient le changer tant de vies. Un après-midi d'automne, 2 ans après les événements qui ont transformé nos vies, je me suis retrouvée assise dans le jardin de la fondation, à regarder Miguel et Laura, aujourd'hui un couple marié, guider un groupe de jeunes avocats bénévoles qui offraient une assistance juridique gratuite aux résidents. Ricardo m'a rejoint sur le banc et m'a offert une tasse de thé. « Que sais-tu » commente-t-il en observant la même scène. « La vie a un sens de l'humour particulier. » ai-je convenu en acceptant le thé. « Des regrets » demanda-t-il, toujours en journaliste à la recherche de l'histoire complète. J'ai réfléchi à la question en regardant Miguel, mon fils, mon antagoniste, mon héros, qui riait d'une phrase de Laura. « Non » ai-je finalement répondu. Les secrets devaient être révélés, les vérités devaient être révélées, et à la fin, la vérité nous a libérés, a ajouté Ricardo avec philosophie. Certains d'entre nous, ai-je corrigé doucement, en pensant aux hommes qui purgent actuellement des peines dans des prisons fédérales. Pour d'autres, la vérité a finalement entraîné les conséquences qu'ils méritaient. Miguel a levé les yeux à ce moment-là, rencontrant mon regard de l'autre côté du jardin. Il a souri, ce sourire sincère que je craignais de ne plus jamais revoir, et a hoché brièvement la tête avant de reporter son attention sur l'homme âgé à qui il parlait. « Tu sais ce que j'ai appris pendant tout ce temps » dis-je à Ricardo, les yeux toujours fixés sur mon fils. « Quoi ? Que les plus grands secrets ne sont pas ceux que l'on garde dans des coffres verrouillés ou des journaux codés. Ce sont ceux que nous nous cachons à nous-mêmes, nos capacités, nos peurs, nos vraies valeurs. » Ricardo acquiesce pensivement. « Et quel est le plus grand secret que vous vous êtes caché à vous-même, Regina ?» J'ai souri, sentant à la fois le poids des années et la légèreté de la vérité. En fin de compte, il ne s'agissait pas de vengeance ou de justice. Il s'agissait de rédemption, pour moi, pour mon fils, et pour tous ceux qui se sont permis d'oublier qui ils étaient vraiment. Le soleil commence à se coucher à l'horizon, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet. Une nouvelle journée s'ouvrait, et avec elle, une nouvelle page se tournait dans le livre que nous étions en train d'écrire tous ensemble. Non plus un journal intime, mais une chronique ouverte de vérité enfin dite.